Bonjour, bienvenue dans ce podcast Cœur en main, le podcast de la Ligue cardiologique belge. Alors aujourd'hui, on va parler de notre cœur. Notre cœur, ça fonctionne comment? C'est quoi cette machine? C'est un muscle? Mais à quoi il sert exactement? Tout ça, on va vous le décrire dans ce podcast aujourd'hui grâce à mon invité du jour, le docteur Alexandre Inger. Bonjour Alexandre. Bonjour. Tout va bien? Tout va très bien. Donc je rappelle Alexandre, tu es cardiologue bien sûr, tu fais aussi un doctorat pour le moment entre Paris et Bruxelles, un doctorat en cardiologie. Merci d'avoir accepté l'invitation, c'est très très cool. Avec grand plaisir. Parce que c'est grâce à toi qu'on va comprendre comment fonctionne notre cœur, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour notre cœur aussi, et puis on va parler de toute cette dynamique qu'il y a autour de notre système cardiovasculaire. Ça c'est vraiment un des éléments qui sont super importants. Alors Alexandre, je vais te dire un truc, avec chacun de mes invités dans le podcast Cœur en main, avant d'entrer dans le vif du sujet et d'explorer la thématique qu'on aborde, je voudrais que tu me donnes, toi, ta définition du cœur. Selon toi, le cœur, c'est quoi? Ça peut vraiment partir dans tous les sens. Il n'y a pas de mauvaise réponse, quoi. Tu peux vraiment me dire ce que ça représente pour toi, le cœur. Ouais, mais c'est une bonne question parce que je me la suis posée avant de commencer même la médecine. En fait, je me suis toujours dit que ce qui était assez intéressant avec le cœur, c'est que c'est un moteur qui démarre un peu même avant notre naissance et qui s'arrête jamais jusqu'à la fin de notre vie. Et donc, comme un moteur, il y a tout ce côté, on va en discuter, mais il faut prendre soin de son moteur et bien comprendre qu'est-ce qui lui fait du bien et qu'est-ce qui lui fait pas du bien. Et donc, moi, c'est le concept de moteur pour moi. C'est pas exactement un moteur, on va peut-être en discuter, mais en tout cas, c'est comme ça que moi je vois le cœur. Ouais, et t'es pas le seul, parce que c'est vrai que souvent, quand on parle du cœur, beaucoup de gens lisent ça, effectivement, soit t'as un moteur, soit t'as un système automobile en tant que tel, mais bon, voilà, on est déjà dans quelque chose qui fonctionne, quelque chose de dynamique, et donc c'est pour ça qu'on va s'y intéresser, parce que c'est quand même la pièce maîtresse de notre corps humain. Peut-être qu'on peut commencer par expliquer concrètement le cœur. C'est quoi techniquement, médicalement? C'est une pompe, c'est un muscle, mais c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut le définir au niveau médical, au niveau technique? Au niveau technique, donc c'est un organe, donc il y a une fonction, son objectif en fait c'est de pomper le sang et de le renvoyer soit dans les poumons, soit dans le reste du corps pour apporter entre autres de l'oxygène, mais également perfuser les organes pour qu'ils puissent fonctionner. Donc on a besoin de ce cœur pour qu'il maintienne une bonne pression, que ce soit par exemple rien que quand on parle, notre cerveau doit être irrigué en continu, et donc ça c'est le cœur qui s'occupe de l'irriguer. D'ailleurs c'est ce qui se passe quand on fait un arrêt cardiaque. Pourquoi on perd connaissance? C'est parce que le cœur arrête d'envoyer le sang directement dans la tête, et après 10 secondes, c'est déjà fini. On perd conscience déjà après 10 secondes. Donc en fait, il faut vraiment le voir comme la pompe qui va aller chercher le sang et le propulser aussi par juste un effet de compression. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ce muscle qu'est le cœur et qui va se contracter sur lui-même pour propulser le sang dans les artères et aller irriguer chacun des organes. A priori, si le cœur est en pleine forme, si tout va bien, on peut dire qu'il pompe entre 50 et 80 fois par minute et qu'il permet d'irriguer tout de manière tout à fait rentable et rationnelle. C'est ça, quand on est en situation stable, parce qu'on pourra aussi discuter de quand c'est pas stable, quand on a un cœur qui est normal, en fait, il va pomper autour de 4-5 litres par minute de sang. À chaque battement, il va y avoir une éjection, et donc on va faire entre 50 et 100 battements. On en aura besoin de plus si on fait une activité sportive, et moins si on est en train de dormir, par exemple. C'est pour ça que ceux qui ont des montres connectées peut-être se rendent compte que la nuit, le cœur a besoin de moins donner d'énergie au reste du corps et donc va diminuer ses battements et donc diminuer son débit pour irriguer. Ce qu'on appelle les pulsations aussi, donc vraiment c'est ce qu'on peut sentir quand on met deux doigts au début du poignet. Ça nous permet de savoir à combien de battements est notre cœur par minute. C'est ça. Ce qu'on ressent, c'est vraiment la pression du sang que le cœur a envoyé, et donc on ressent nos artères qui vont battre au fil des pulsations, des compressions de notre cœur. Et donc, c'est cette pulsation-là qu'on peut ressentir, oui. Voilà. Ça, c'est les pulsations, parce que donc il y a le cœur, tu l'as expliqué, la manière dont ça fonctionne, l'organe, le muscle, mais c'est vrai qu'autour du cœur, il y a pas mal de petits éléments dont on peut tenir compte pour comprendre que notre cœur va bien ou pas. On a parlé des pulsations, il y a la tension aussi, on parle souvent de tension artérielle. C'est quoi ça exactement? Comment est-ce que tu peux la définir? Donc, à chaque battement, le cœur va envoyer une forme de pression, donc il va pressuriser les artères, parce que comme j'ai expliqué, il faut pouvoir irriguer. Et donc en fait, ce qu'on va sentir au niveau de notre doigt, quand on va sentir notre pouce, c'est déjà une pression. Après, c'est pas à cet endroit-là qu'on l'a quantifié. On va la quantifier au niveau du cœur, parce que vu que c'est des canalisations, si on se met plus bas, la pression va augmenter, et plus haut, la pression va diminuer, comme quand on est dans une maison, par exemple. Et donc, on va pouvoir mesurer cette pression. Et cette pression est le reflet de plusieurs choses. Elle est le reflet de la pression que le cœur envoie sur les artères, mais également à quel point nos artères
sont capables de se détendre au moment où elles vont recevoir la pression du cœur. Et donc, c'est important qu'elles puissent se détendre le plus possible pour pouvoir avoir une sorte de flexibilité dans la mobilité du sang. On pourrait le voir comme ça. L'idée, c'est qu'elle doit pouvoir maintenir une certaine pression sans augmenter trop, sans être trop basse. Si la pression est trop basse, ce qu'on peut avoir par exemple quand on fait ce qu'on appelle un choc anaphylactique, ça veut dire par exemple quand on a une allergie à les gens qui ont des allergies au pistache par exemple, ils vont avoir un problème, c'est que ça va entraîner une dilatation de toutes leurs artères et ils vont plus rien pouvoir irriguer. Donc c'est mauvais aussi quand c'est trop large et du coup le sang n'arrive plus à avoir de pression pour arriver dans les différentes cellules. Il ne pourra plus bien irriguer et donc on va avoir un souci. Quand la pression aussi dans l'autre sens est trop haute parce que les artères sont trop serrées. C'est pas vraiment le mot serré, mais qui ne sont plus, pour des raisons qu'on pourra discuter après, mais non plus leur capacité de vraiment se relaxer. Ça va entraîner une pression qui augmente et qui peut être toxique aussi parce que de la même manière, en reprenant toujours le cerveau, qu'on a besoin d'irriguer. Si on l'irrigue trop faiblement, il n'est pas bien, mais si on lui envoie une pression beaucoup trop importante dans la tête, on reviendra sur les mesures de tension, mais on sait habituellement qu'on doit avoir entre 120 et 80 mm de mercure, 120 mm de mercure de pression de pointe. Si on monte maintenant à 200, mais en fait, on va se retrouver avec un cerveau qui va souffrir parce qu'il va recevoir du sang avec trop de pression et ça va l'abîmer. Et donc, c'est très important que ce soit le cerveau, mais également toutes les artères de notre corps n'aiment pas une trop haute pression. Ouais, mais justement, tu le disais, on va expliquer comment tu prends les mesures en fait de cette tension. On sait qu'il y a plein d'appareils qui existent, il y a des gens chez eux qui le font eux-mêmes. C'est quand même, il faut être précis avec cette prise de tension et il y a des choses à mettre en place pour pouvoir être sûr qu'on est en train de vérifier la bonne tension et les bons chiffres. C'est important parce que par exemple même moi maintenant on prendrait ma tension, c'est mon premier podcast, c'est pas la première fois que je parle devant ça super bien, franchement c'est parfait. Mais donc là ma tension probablement doit être un peu élevée. Temporairement c'est pas grave, quand on fait du sport la tension augmente également, mais donc ce qui est important c'est de la mesurer à un moment le plus opportun, à savoir il faut être relax, il faut être couché parce que comme j'ai expliqué il faut qu'on soit au même niveau que le cœur pour que la pression soit équivalente. Et donc, il faut la prendre à ce bon moment-là. Et puis, on peut avoir de la tension élevée la nuit, on peut l'avoir le matin, on peut l'avoir l'après-midi. Il suffit de prendre la mesure au mauvais moment et potentiellement conclure à tort que la personne n'a pas une tension trop élevée ou à tort qu'il avait une tension trop élevée, mais juste à un mauvais moment et traiter trop fort le patient, ce qui peut également être pas bien. Ouais, et ce qui arrive aussi, par exemple, les patients, toi tu parles de ce podcast qui te stresse peut-être un peu et pourtant tu fais ça très bien, mais les patients qui vont chez le médecin, ils sont aussi stressés parce qu'ils se disent qu'ils vont peut-être entendre un diagnostic et du coup quand le médecin prend l'attention, peut-être qu'il y a un biais là aussi. Oui, et d'ailleurs c'est médicalement connu, on appelle ça le biais de la blouse blanche. Ouais. Je vais avoir mes mots maintenant que je suis un peu stressé. Donc c'est le phénomène de la blouse blanche, et quand le médecin prend la tension est systématiquement un peu plus élevée. Et donc en fait, il y a des techniques, donc il faut aller voir le médecin généraliste et on peut prescrire des mesures de tension continue. Et ça nous permet d'être sûr qu'en fait, la tension va être prise à suffisamment de moments pour être sûr qu'on n'ait pas, par exemple, de stress ou autre, et on peut vraiment mesurer la tension du patient en continu. Et c'est cette tension-là qui est toxique. C'est, comme je l'ai expliqué, c'est la tension élevée sur le long terme qui pose problème. Une tension élevée en dehors de toute maladie, bien évidemment, mais par exemple, si maintenant, moi, j'avais 160 de tension pendant des mois, peut-être qu'il ne m'arrivera rien directement, bien que ce soit très toxique pour mes artères. D'ailleurs, c'est un peu ça le problème de tout ce qui est la prévention cardiovasculaire, c'est que cette tension trop élevée, je ne la ressens pas, elle n'impacte pas ma vie, et pourtant, elle peut peut-être y nuire dans un futur proche ou éloigné. Ce qu'on appelle les tueurs silencieux. C'est vraiment exactement le bon terme. Ouais. On a parlé donc des pulsations qu'on peut prendre facilement nous-mêmes, on parle de la tension. Est-ce qu'il y a d'autres choses, je dirais, comme porte d'entrée pour voir si notre cœur fonctionne bien ou pas? Est-ce que ce sont déjà deux éléments qui sont déjà assez efficaces pour se dire « ouais, ça fonctionne » ou « il faut aller plus loin » ? Donc, on a discuté rapidement des pulsations et ça peut-être juste mettre un petit point. C'est important que ces pulsations soient régulières parce qu'en fait, on peut avoir des troubles du rythme, des arythmies qui peuvent aussi avoir des conséquences néfastes. On pourra rentrer dans le détail, mais donc c'est important que notre fréquence cardiaque soit régulière. Beaucoup de gens ont des montres et rien que sur ces montres-là, maintenant avec les iWatch et d'autres montres, on peut voir la régularité du cœur et s'il est régulier, le cœur, c'est important d'aller voir son médecin généraliste ou essayer d'aller plus loin. Donc la tension, on en a discuté. On peut regarder également
également la glycémie, donc le sucre dans le sang, bien évidemment à jeun, parce que de la même manière que la tension peut être très élevée, là j'ai pris un gâteau juste avant de venir avec mon café, mon sucre est monté également et c'est pas le moment de le mesurer, je suis probablement pas diabétique, mais si on mesurait maintenant mon sucre ou pendant un épisode de stress, la glycémie est trop élevée. Elle sera trop élevée. Mais donc ça, on peut le mesurer, et donc là c'est le médecin généraliste qui va le faire, on peut même le faire avec des capteurs directement au doigt, c'est même pas une prise de sang, et on peut voir si le sucre est élevé ou pas. Et ça, c'est déjà un très bon marqueur. Ok, donc on a 3 grands marqueurs qu'on peut utiliser. On a parlé donc des pulsations, on a parlé de la tension, on a parlé de la glycémie. Mais justement, si ces marqueurs-là, ils nous montrent quelque chose qui ne fonctionne pas bien, c'est quoi les plus grandes pathologies qu'on peut avoir et qui sont liées à notre cœur? Quelles sont les plus grosses problématiques, les plus courantes en tout cas, toi en tant que cardiologue, que tu vois dans ta patientèle par exemple? Donc, il y a déjà l'hypertension. Ça, c'est un problème qu'on a déjà discuté. Ça, c'est surtout dans nos pays industrialisés où les gens mangent bien, sont plus souvent en surpoids que dans d'autres pays. Donc ça, c'est déjà un souci. Le stress aussi qui provoque cette hypertension. Le stress peut provoquer de l'hypertension et ça a été montré, le stress est surtout aussi très toxique pour nos artères. Des gens stressés ont une espérance de vie, je n'ai pas les chiffres ici, on n'est pas dans l'idée, mais ont une espérance de vie plus faible que ceux qui ne sont pas stressés. Donc ça, c'est important de toujours bien se détendre. De la même manière, être stressé à un certain moment, c'est bon. Le stress continu n'est pas bon. On en parle dans un autre podcast, notre podcast Cœur en main avec Caroline Depeut qui est psychiatre. On a vraiment fait un focus sur le stress et le cœur. Donc, il ne faut pas hésiter à aller l'écouter aussi. Et vous aurez plein d'infos là-dessus. Génial. Et donc, on pourra aussi parler des troubles du rythme. Donc, le trouble le plus connu est la fibrillation auriculaire et qui, lui, peut entraîner des soucis parce que le cœur ne se contracte pas bien au niveau de certaines cavités qu'on appelle les oreillettes. Et vu qu'il ne se contracte pas bien, si vous vous coupez et que vous laissez du sang, il va coaguler. Et donc, de la même manière, un cœur qui ne se contracte pas bien peut entraîner la formation de caillots qui peuvent aller dans la tête et par exemple donner des AVC. La première cause d'AVC dans nos populations, c'est les troubles du rythme cardiaque. Et donc, c'est vraiment important, si vous avez un trouble du rythme cardiaque, consultez votre médecin généraliste pour qu'il puisse s'assurer d'abord qu'il y a bien un trouble, ça c'est important, et puis prendre en charge parce qu'il y a bien évidemment des traitements qui peuvent être mis en place. Si on prend maintenant l'hypertension, si on prend le sucre, comme on a discuté, le diabète, on a parlé du stress, on peut aussi parler de la sédentarité, on peut parler de l'hypercholestérolémie qu'on n'a pas discuté. Le mauvais sommeil aussi. Le mauvais sommeil, tout ça, en fait, une conséquence majeure qui est en fait la maladie athérosclérotique. Donc pour faire simple, tout ça va entraîner des lésions au niveau de nos artères, va entraîner des plaques sur nos artères et donc des artères qui deviennent malades peuvent se boucher. Et donc une artère qui se bouche par exemple au niveau de la tête ou en tout cas où le sang ne passe plus, ça va donner un AVC. Donc on va avoir vraiment une personne qui va n'arrivera plus à parler, n'arrivera plus par exemple à bouger son bras. Mais au niveau du cœur, ça va donner ce qu'on appelle l'infarctus en fait. Donc dans le schéma le plus simple où l'artère est d'un coup bouchée alors qu'elle fonctionnait bien avant, parce que l'artère est malade, on va avoir un infarctus. Et l'infarctus, c'est vraiment le muscle cardiaque, comme je vous ai expliqué au début, qui est un muscle qui doit se contracter en continu. Si il n'est plus irrigué, il ne peut plus avoir cette fonction de contractilité, mais surtout, ça va entraîner une grosse douleur chez le patient. Il va se rendre compte que son cœur ne fonctionne, qu'il a une douleur au cœur, et il va présenter cet infarctus qui est potentiellement létal s'il n'est pas pris en charge rapidement. Alors, c'est intéressant parce que donc on a parlé de cette notion de tueur silencieux. J'en viens justement à tous ces signaux d'alerte en fait. À quel moment les gens qui nous écoutent là maintenant doivent se dire « Ouille, attention, ça c'est un red flag, il faut que je fasse gaffe, il faut que j'aille consulter, il faut que je vois ». Il y a plusieurs symptômes, j'imagine, qui peuvent donner l'idée qu'on est sur quelque chose de problématique au niveau du système cardiovasculaire. Donc il y a le premier que je viens de discuter, c'est la douleur thoracique. Et il n'y a pas une seule... Aiguë. Bien évidemment. On parle de mal à l'épaule aussi parfois, non? Ça lance dans l'épaule. Ça peut irradier dans l'épaule, dans la mâchoire. On peut avoir l'impression même que sa mâchoire est un peu comme bloquée. Donc ça, c'est du côté gauche. Ouais. Bien évidemment, ça c'est aussi important de noter. Tout n'est pas toujours typique. Donc quand on voit par exemple l'image de la personne qui fait un infarctus, c'est la personne de 65 ans, fumeur, un peu obèse, qui vient de sortir d'un gros repas, il fait froid et d'un coup il a sa douleur qui irradie, il a mal. Ça c'est le cas typique. Malheureusement, les cas ne sont pas toujours typiques. Il y a des gens qui ne se plaignent parfois pas de grand-chose, juste un peu d'essoufflement, une douleur thoracique à l'effort, et ils ont pour le coup réellement fait un infarctus. Par exemple, ça c'est aussi important de noter que des gens diabétiques, pour des raisons neurologiques, ne sentent parfois même pas le fait qu'ils font un infarctus, et ils peuvent avoir en fait vraiment cette crise cardiaque sans la ressentir. Okay. Donc la douleur n'est pas toujours liée en fait. Mais maintenant, quand elle est là, elle est très sensible. En tout cas, par sensible, j'entends que
Si on reprend les personnes qui ont une douleur thoracique, c'est important d'aller faire un examen et ne jamais négliger une douleur thoracique parce que potentiellement, cette douleur sera le témoin d'un infarctus. Et donc, même si des gens parfois n'auront pas de douleur, ça ne veut pas dire que le fait d'avoir une douleur n'y est pas associé. Ok, donc on a parlé effectivement des douleurs, tu as parlé d'essoufflement aussi, éventuellement lors de petits efforts, ça peut être un signal d'alerte. Est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille ? Donc l'essoufflement, ça c'est important, peut-être juste un point, c'est pour des efforts habituellement peu intense en fait. On peut grader l'essoufflement, mais ça va être typiquement la personne qui va devoir prendre l'ascenseur à chaque fois plutôt parce que notre corps a une fonction d'évitement. La personne qui commence à être essoufflée prendra plus souvent l'ascenseur et ne se sentira pas plus essoufflée. Bien sûr. Et donc en fait, c'est pour des efforts. Est-ce que vous montez encore les escaliers ? C'est très important. Quelqu'un qui sait monter les escaliers, déjà en termes d'essoufflement, c'est quelqu'un qui va plutôt bien. Ouais. On peut aussi s'intéresser à la perte parce qu'il y a beaucoup de sportifs et donc on peut avoir des maladies cardiaques, que ce soit la maladie dont je vous ai parlé, tout ce qui est l'athérosclérose, mais également toutes d'autres maladies. En fait, des sportifs, par exemple, toi, je ne sais pas si tu es sportif. Oui, beaucoup de sport, 10 heures par semaine plus ou moins, ouais. Et donc tu pourrais d'un coup te sentir moins performant, mais rester très performant. Et ça aussi, c'est un signe qu'il faut suivre en fait. C'est pas spécialement des gens qui n'étaient pas sportifs et qui sont moins sportifs. C'est parfois des gens très sportifs qui sont juste un peu moins. Et donc, c'est vraiment la diminution des capacités à l'effort. On aura également l'essoufflement, les jambes qui gonflent, c'est aussi important parce que quand le cœur ne fonctionne pas bien, vu que c'est une pompe, si la pompe ne fonctionne pas bien, en fait... Le retour veineux est mauvais. Le retour veineux est mauvais. Et donc, en fait, l'eau va stagner dans les parties qui sont déclives, donc bas. Et donc, en fait, c'est des gens qui vont avoir les jambes qui gonflent. C'est ça. On rappelle d'ailleurs, je ne sais plus si on l'a dit ou pas, mais donc le cœur, il pompe le sang, ça part dans les artères qui alimentent tout le réseau cellulaire et les organes. Et une fois que le sang a été utilisé, il repart vers le cœur via le réseau veineux. Hein. On est d'accord là-dessus. C'est ça. Donc si on fait simple, il y a le cœur, c'est 2 grandes cavités. Ouais. Donc il y a 4 cavités, mais 2 fonctionnements différents. Donc on a les oreillettes et les ventricules. Donc on a toute la partie droite de notre cœur qui va vraiment... Tout le sang qui est désoxygéné parce qu'on a fait, on l'a utilisé, va revenir dedans et va envoyer ce sang dans les poumons. Les poumons, en respirant, vont réoxygéner ce sang qui va être renvoyé dans le cœur gauche, qui lui va se charger d'envoyer le sang après aux organes pour bien les perfuser. Ouais. Ok. Donc là, on a balisé un peu les signaux d'alerte aussi. On rappelle, bien sûr, parce que c'est souvent ce qu'on entend, ce qu'on peut lire sur les forums aussi en lien avec la cardio, c'est que les gens disent « Ouais, mais moi, j'aimerais bien pouvoir prendre un rendez-vous chez mon cardiologue, mais j'ai 3-6 mois d'attente avant de pouvoir le contacter. » En fait, le médecin généraliste, il reste quand même la porte d'entrée majeure avec qui on peut échanger, avec qui on peut essayer d'éventuellement voir s'il y a un problème quelque part. Ouais, 100% d'accord. Il y a 2 portes d'entrée. Donc, il y a la porte d'entrée quand on ne se sent pas malade, qui est chez le médecin généraliste. Celle-là, elle est très importante parce que si on va directement chez le spécialiste, déjà les spécialistes vont être surchargés. Ouais. La personne qui est essoufflée, elle peut avoir des problèmes pulmonaires, elle peut avoir plein d'autres problèmes, des allergies peuvent donner, mais il y a énormément de choses. Et l'idée est que le généraliste a cette capacité, lui, de prendre en compte tout le spectre des maladies et de filtrer et d'orienter au mieux les personnes. C'est ça. Maintenant, si on a une douleur, si on a un des symptômes dont je vous ai parlé, et surtout la douleur thoracique ou l'impression que le cœur est irrégulier, si on est d'un coup très très essoufflé, on n'arrive pas à respirer, il ne faut pas attendre son rendez-vous chez le généraliste, on peut se présenter directement aux urgences. Et particulièrement quand on a une douleur thoracique, il ne faut pas hésiter à aller aux urgences parce que, comme je vous l'ai expliqué, quand une artère se bouche, le cœur n'est pas irrigué. Et donc, le plus rapidement possible, on doit aller déboucher cette artère. Ce qui est très, très cool, c'est que quand on a préparé ce podcast, tu m'as expliqué une histoire qui t'est arrivée dans un Eurostar là, en allant à Londres. En fait, tu as sauvé quelqu'un d'un infarctus. Tu peux nous raconter ça parce que c'est quand même assez incroyable ce qui s'est passé. Alors, j'aimerais bien dire que je l'ai sauvé. Je pense que c'est plus complexe que ça. En gros, moi, je dis que tu es un sauveur. Ouais, peut-être pour la légende. Le héros du podcast. Ouais, pour la légende, on racontera ça. Et donc, j'étais dans l'Eurostar et ils ont demandé si un médecin était présent. Et je me suis dit, on va aller voir. Si quelqu'un est déjà sur place, je le laisserai faire. Et donc, je suis arrivé, il n'y avait personne. Et il y avait une dame, la soixantaine, qui, après, donc j'ai eu ces informations, qui était une fumeuse, qui a présenté un malaise et qui avait ensuite, en se réveillant de son malaise, une douleur thoracique. Qui est restée pendant 10-15 minutes et puis qui est partie. Et là, quand moi je suis arrivé, la première question qu'on m'a posée dans les 5 minutes, donc je l'ai examinée rapidement, elle me disait, j'ai cette douleur thoracique. On m'a demandé, est-ce que je dois arrêter le train ?
Et arrêter le train, il faut se rendre compte que c'est, je ne sais pas combien il y a de personnes dans un train. 500 personnes qui attendent d'arriver à Londres le plus vite possible. Le plus vite possible, et tous les autres trains qui vont essayer d'être retardés. Donc, il y a vraiment un coût même financier, un coût pour les gens. Et donc, il y avait un infirmier qui, lui, je pense, avait fortement envie d'arriver à Londres, qui disait, c'est pas grave. Okay. Et moi, j'ai dû lui expliquer, et j'ai expliqué aux gens, on va arrêter le train, parce que si elle a réellement fait un infarctus, au plus vite elle va pouvoir avoir son artère débouchée, au mieux elle va s'en sortir. Alors même si la probabilité est très très faible, on peut imaginer que chez cette patiente, elle a probablement des artères qui ne sont pas en très bon état, mais la probabilité était faible qu'elle fasse vraiment un épisode aigu, peut-être 5-10%, ce qui est quand même très élevé par rapport au risque que ça peut lui causer. Oui, et puis ta responsabilité de médecin aussi entre en ligne de compte. Donc, Et donc dans ce cadre-là, on a arrêté le train, ça a ennuyé tout le monde, et j'ai demandé qu'au plus vite, elle puisse être prise en charge, qu'on puisse lui faire des examens assez simples, parce qu'on peut très rapidement voir avec des examens simples si une personne fait un infarctus ou pas. Et donc j'ai dû arrêter le train. Malheureusement, vu que j'étais perdu par tout ça et que c'était la première fois que ça m'arrivait, j'ai pas l'histoire, le suivi. Mais je pense que le message qui est important, c'est que même s'il y a une probabilité qu'elle n'avait pas grand-chose, ce qui est le plus grave, c'est s'il s'est passé réellement quelque chose. Et donc, il faudra toujours, en face d'une douleur, même si on se dit c'est passager, par exemple, toi tu cours et à un moment tu as une petite douleur thoracique, pas hésiter à directement aller voir un médecin parce que même si c'est probablement rien, on préfère quand même s'assurer que ce soit vraiment rien. On peut le faire en tant que médecin. Et tu disais, ça m'a interpellé, que de manière très simple, on peut voir si elle est en train de faire un infarctus ou pas. Il y a des examens très faciles à mettre en place pour le voir. C'est quoi, par exemple ? Il y a 2 examens qu'on utilise. Donc, il y a l'électrocardiogramme. Ça, c'est ce qu'on va faire directement face au patient. L'ambulance, les secours qui arrivent, ils vont le faire. Ils vont vérifier. Ils vont directement le faire. Et là-dessus, on peut déjà voir sur des signes... en fait, c'est vraiment, on regarde l'activité électrique du cœur parce que c'est un muscle, mais pour se contracter, il doit avoir une activité électrique qui lui dit de se contracter. Et quand il est en souffrance... on peut voir sur l'électricité du cœur des anomalies. Et donc, rien que sur cette anomalie-là, si c'est une réelle occlusion, on peut déjà avoir l'information et donc on peut déjà prévenir toutes les personnes qui vont devoir déboucher et on peut aussi mettre des traitements comme l'aspirine qu'on prend parfois pour les migraines, va fluidifier le sang et permettre déjà à ces patients de diminuer le risque qu'ils fassent une grosse complication de leur infarctus. L'acide acétylsilique. Juste, acétylsalicylique. Salicylique, flûte, je savais. Et qui à petite dose, à petite dose fluidifie le sang, mais à haute dose, quand on les prend pour nos douleurs de tête, c'est beaucoup moins le cas. Donc, mais c'est l'aspirine qu'on donne. D'accord. Donc ça, c'est l'examen qu'on peut faire pour pouvoir baliser éventuellement si on est face à un infarctus ou pas. Mais après, on doit aller aux urgences et là, on peut mesurer s'il y a de la souffrance musculaire et donc on va aller prendre dans le sang. On va voir s'il y a des protéines musculaires qui se retrouvent dans le sang. Montre qu'il est en difficulté. Que le cœur est en train de souffrir parce que quand il souffre, le cœur va relâcher ces protéines-là et on va pouvoir aller les mesurer. Et la mesure de cette protéine-là, qu'on appelle la troponine, nous permet de savoir si oui ou non la personne est en train de faire un infarctus ou pas. Ouais, c'est passionnant, hein. C'est passionnant, moi je trouve ça très intéressant. Ouais, c'est super intéressant, vraiment. Mais donc on a déjà bien balisé pas mal de choses, notamment cette histoire d'épisodes aigus qui se caractérise souvent par un infarctus. On a parlé de problèmes de haute tension, de basse tension aussi, le problème d'arythmie cardiaque. Est-ce qu'il y a d'autres problématiques liées à notre système cardiovasculaire assez fréquents ou est-ce qu'on peut déjà dire que là on a balisé le maximum de tout ce qui peut être très concernant dans les problématiques ? Le diabète, pour faire simple, c'est quand le corps n'arrive pas du tout à gérer le taux de sucre moyen dans notre sang. Comme j'ai expliqué, il peut monter, il peut descendre, mais pour des raisons, soit on a une maladie, ça c'est les diabètes comme chez le jeune, son sucre va beaucoup varier parce qu'il n'arrive pas à sécréter l'insuline. Donc ça c'est le diabète qu'on appelle de type 1. Et puis dans nos populations, il y a le diabète de type 2, c'est chez les patients obèses ou en tout cas qui ont beaucoup de cholestérol, qui ont notre rythme de vie occidental et ils ont un diabète de type 2 où le souci n'est pas la sécrétion d'insuline mais la résistance de notre corps à l'insuline. Au final, le résultat est le même, le sucre monte. Et quand le sucre monte, en fait, bien que ce soit très bon, le sucre était très toxique pour nos artères, mais pour nos artères, il ne faut pas se dire que c'est que le risque d'infarctus. Par exemple, dans nos yeux, on a des artères et donc on peut devenir sur un diabète, on peut avoir ce qu'on appelle une rétinopathie diabétique et devenir aveugle à cause du sucre. C'est aussi très toxique pour notre cerveau, c'est toxique pour énormément de choses et même pour nos reins qui rentrent aussi en compte dans tout notre système cardiovasculaire. Et donc le sucre trop est mauvais et donc ça c'est important. D'emblée, si vous êtes déjà en surpoids ou si vous avez des antécédents familiaux de diabète, de vous faire tester. Mais je pense que ça vaut la peine que tout le monde, à un moment dans sa vie, en tout cas même parfois avant, teste son niveau de sucre, surtout s'il a des signes inquiétants, par exemple, s'il est plus fatigué, s'il va beaucoup aux toilettes. Il y a
Parce que comme j'ai expliqué, c'est pas spécialement que les vieilles personnes qui vont avoir ce diabète et les personnes obèses. On n'a pas encore beaucoup parlé du cholestérol aussi. Tu sais, c'est le truc, quand on fait la prise de sang, c'est un des premiers trucs sur lesquels le médecin dit oh là là, il y a un peu d'excès de cholestérol, là, il faudra faire un peu attention, arrêter de manger du beurre. Comment est-ce qu'on caractérise ce cholestérol ? C'est quoi en fait ? À quoi ça sert ? Donc le cholestérol, c'est une forme de source. En fait, on a 3 types d'énergie pour vivre. On a les protéines, on a les sucres, et on a les graisses, les lipides. Et un de ces lipides est le cholestérol. Et le cholestérol, en fait, a été montré. Donc, il y a du bon et du mauvais cholestérol. Et on ne rentrera pas dans le détail. Mais le mauvais cholestérol a comme souci qu'il va créer des plaques au niveau de nos artères. Et donc, il va entraîner vraiment comme s'il y avait du beurre sur les parois. Enfin, pas exactement, on va se mettre dans la paroi et va entraîner... Il entrave la circulation du sang. Il va entraver la circulation du sang ou rendre plus fragile l'artère. Okay. Et donc, en fait, ce cholestérol, le mauvais cholestérol, est très toxique pour les artères. Et donc, c'est très important de bien le doser. Parce qu'une fois qu'on l'a dosé, s'il est trop élevé, il y a des médicaments qui peuvent le faire diminuer, qui sont assez simples à prendre. Donc, on parle de statine. C'est difficile de bien doser le taux de mauvais cholestérol ? Ça se fait sur une simple prise de sang. Il faut être. L'idée, c'est que la prise de sang doit être faite le matin quand on est à jeun, parce que de la même manière que le sucre, ça monte avec le cholestérol. Oui, donc il pourrait traîner des trucs dans les artères ou dans les vaisseaux sanguins qui peuvent s'évacuer au fur et à mesure de la journée, et donc il vaut mieux effectivement le prendre. Je ne sais pas ce que tu as mangé ce midi, mais si tu as mangé un burger ce midi, le taux de cholestérol, plus élevé. Il va être plus élevé. Mais ton corps fonctionne bien probablement. Je ne t'ai pas examiné, mais j'espère. Je n'ai pas fait de prise de sang, mais ça va diminuer. Mais chez certaines personnes, le taux reste assez élevé. Et donc, ce gras-là est toxique. Donc, en fait, on peut imaginer qu'il y a plein de choses toxiques pour les artères. D'une part, on a la tension qui va entraîner une pression sur les artères et qui va les faire souffrir. On a le cholestérol qui va se mettre dans les artères et rendre les artères, par exemple, moins flexibles, comme on a pu utiliser comme terme, et va aussi diminuer le calibre des artères, et donc, en diminuant le calibre, diminuer la perfusion possible, donc, par exemple, du cœur. Ouais. Et ensuite, on a le sucre qui est aussi hyper toxique pour les artères. Et puis, on peut discuter d'autres choses. Il y a le stress aussi qui est mauvais. Bien sûr. Puis, ce qui n'est pas très juste dans la nature, c'est qu'on a une susceptibilité génétique, et ça fait que certaines personnes, en fait, pourraient avoir tout très très élevé et ne rien avoir, tandis que d'autres, alors qu'elles ont tout qui est bien stable, des bonnes mesures de glycémie, de tension, de cholestérol, quand même avoir des lésions au niveau de leurs artères. On n'est pas tous égaux face à la nature, malheureusement, bien que c'est un autre facteur. Il ne faut pas se dire que c'est parce que j'ai ma génétique qui me protège. Ouais. Il faut quand même faire attention au reste, parce que même si chez ces personnes, au sein de chaque sous-groupe, ça reste toxique. Et chaque paramètre est à prendre individuellement. C'est ça, il y a de toute façon la possibilité que par un autre facteur, ça pose un problème. Tu parlais donc du mauvais cholestérol. Le bon cholestérol, il fait quoi alors justement ? Lui, il donne du peps aux artères ? Il aide les artères à aller mieux ? Donc en fait... On parle souvent, peut-être sur une prise de sang, si un jour vous faites une prise de sang, on parle du LDL et de l'HDL. Ouais. Et donc le HDL cholestérol, en fait, est un cholestérol. En fait, ce qu'on mesure, il faut voir en fait des échanges entre notre foie et notre corps de cholestérol. Et il y a des protéines, on va dire, pour faire simple, des transporteurs qui vont transporter le bon cholestérol ou le mauvais cholestérol. Okay. Et le HDL est un transporteur de bon cholestérol, tandis que le LDL est un transporteur de mauvais cholestérol. Et en fait, plus il y a des transporteurs de bon cholestérol, mieux c'est, en fait, globalement. C'est mieux. Mais ce qu'on préconise aujourd'hui, c'est surtout d'avoir le moins de transporteurs de mauvais cholestérol. Okay. Et ça, justement, si tu as des patients, j'imagine que ça doit arriver souvent, des gens qui ont un taux de mauvais cholestérol trop élevé, tu leur recommandes quoi ? Qu'est-ce que tu leur dis de faire ? Donc, il y a plusieurs... Prise en charge médicamenteuse, ça c'est en cas, j'imagine que ça devient problématique et que c'est sur du long terme que cette prise de sang est mauvaise. En fait, il va falloir calculer le risque. Donc, ce qui est très important en médecine, c'est qu'on a toujours envie de prédire. Parce que, par exemple, toi, la probabilité que tu aies un truc cardiovasculaire dans 40 ans, elle est élevée, mais quelle est ta probabilité dans 10 ans, par exemple, prenons. Donc, et ma probabilité dans 10 ans sera différente de la tienne parce que j'ai un âge différent, même si on a des artères semblables. Tu es beaucoup plus jeune et je ne suis pas d'accord avec ça d'ailleurs. Non, on n'a pas tellement d'années de différence. Mais donc, ce qui est important, c'est de pouvoir individualiser la prédiction du risque de chaque personne. Est-ce que la personne de 80 ans est la même que celle de 60 ans pour des mêmes niveaux de taux de cholestérol, par exemple des mêmes niveaux de sucre ? Non. Et donc, en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est de quantifier ça. Et donc, il y a des scores qui sont validés dans la littérature et qui sont utilisés partout, qu'on appelle par exemple le score 2, qui est un score de la Société européenne de cardiologie, où on va pouvoir aller regarder en fonction de nos facteurs de risque cardiovasculaire, notre risque de faire un événement cardiovasculaire à 10 ans. Et en fonction de ce niveau-là, on va pouvoir se dire... on va traiter ou pas traiter. Okay. Et donc, c'est sur ça qu'on décide si on donne des médicaments ou pas. Il n'y a pas que les médicaments, il y a aussi l'hygiène de vie, évidemment. Et ça, l'hygiène de vie, peu importe notre risque,
on doit quand même essayer de faire quelque chose parce qu'un cholestérol trop élevé n'est jamais bon. Et donc, en fait, on va pouvoir faire du sport, on va pouvoir diminuer notre consommation de produits gras, on va pouvoir aussi diminuer notre consommation de sucre parce que le sucre, indirectement, peut créer du gras. L'alcool ? Le tabac, l'alcool, le stress, le sommeil. Il y a énormément de paramètres. Et alors, moi, un paramètre qui m'intéresse tout particulièrement, c'est aussi l'environnement. Ouais. Le fait que la pollution dans l'air dans nos pays et même le réchauffement climatique sur des pics de température, c'est des facteurs de risque de faire des événements. Ok. Et les microplastiques aussi, c'est des choses qui ont un impact sur le système cardiovasculaire. Alors ça, c'est tout récemment étudié et je le déplore parce que je pense qu'on a énormément de microplastiques partout. Là, on en a mangé des kilos, je pense. On en a mangé des kilos. J'avais entendu cette histoire que par mois, on mangeait une carte de banque ou... Alors, je ne sais pas si c'est par mois, par an, mais on mange tous énormément de plastique. Sans se faire d'argent. Sans se faire d'argent, non. Et en fait, ça a été montré dans une étude récente. Alors, là, je vous parle un peu de choses qui sont encore en cours de validation. Ouais, mais enfin, on s'y intéresse et c'est déjà précurseur de mauvaises nouvelles, quoi. Et ils ont montré dans cette étude, ils ont regardé ces plaques de cholestérol. Ils ont regardé, donc c'était au niveau des artères qui vont vers la tête. Et ils ont montré que quand il y avait des microplastiques dans ces plaques de cholestérol, le risque de faire un événement était 4 fois supérieur. Punaise. Et moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais est-ce que j'ai envie de boire de l'eau que je bois ? Est-ce que j'ai envie ? Et en fait, ça, c'est très compliqué, mais c'est plus des démarches de santé publique. Vous ne pouvez pas, vous, décider du jour au lendemain de boire moins de microplastiques. Mais il y a des choses que vous pouvez modifier. Vous pouvez modifier, par exemple, votre stress. Ça, c'est assez facile. Vous pouvez modifier l'alimentation. Vous pouvez bouger plus. Vous pouvez... Il y a énormément de choses sur lesquelles on peut agir. En tout cas, à l'échelle individuelle. Et puis, à l'échelle globale, ça, c'est... Ouais, et c'est vrai que si on a déjà pas mal de paramètres et de curseurs qu'on peut changer nous-mêmes, autant en profiter. Ça, c'est une certitude. Je voudrais aussi aborder quelque chose qui est peu abordé, en fait, de manière générale dans la culture de la santé. C'est que les hommes et les femmes, ils sont pas logés à la même enseigne, notamment en termes de maladies cardiovasculaires. Et ça, c'est un truc, on n'en parle pas souvent. Et pourtant, les femmes, elles ont souvent en tête que la première cause de mortalité pour elles, c'est le cancer du sein. Bah, c'est pas vrai. En fait, la première cause de mortalité, en tout cas chez nous en Belgique, c'est des problèmes cardiovasculaires. Et ça, c'est quand même, je trouve, important qu'on puisse un peu en parler et expliquer pourquoi ce constat. Déjà, on en revient à ce grand problème, c'est que les femmes ont toujours été moins bien pris en charge ou moins bien payés. Donc ça, c'est un problème peut-être systémique, mais qui se répercute... Sociétal, qui se répercute quand même aussi sur la santé. Ouais. Et donc, comme les hommes, la mortalité cardiovasculaire est hyper importante chez elles. Mais le fait est qu'on a été habitué dans notre idée que la personne qui a des problèmes cardiovasculaires, déjà l'image qu'on a, donc j'expliquais la douleur thoracique du vieux, 65 ans qui fume, c'est pas la femme qui vient d'être ménopausée, qui a énormément de stress, qui est un peu en surpoids, c'est pas elle qu'on visualise. Qui aura peut-être des douleurs un peu différentes, comme j'ai expliqué, les douleurs ne sont pas toujours typiques. Et donc ça fait qu'en fait, on a probablement une moins bonne prise en charge parce qu'on est moins sensible aux signes qui peuvent être différents chez la femme et chez l'homme. On a également moins étudié. Donc en fait, le fait est qu'il y a quand même des différences, on va dire, biologiques entre hommes et femmes. Sur la prise en charge. Peut-être qu'un médicament fonctionnera mieux chez un homme que chez une femme, mais le fait est qu'on a étudié actuellement que sur de l'homme blanc, européen ou américain, toutes nos études. Et donc, il y a aussi toute cette part de problématique qu'en fait, on s'est moins intéressé aux femmes. Heureusement, dans les sociétés savantes, c'est en train de changer. Dans toute étude maintenant qu'on réalise, on doit toujours montrer si ce qu'on a montré fonctionne sur la femme et sur l'homme. Et en fait, parce que si dans notre population, il y a 80% d'hommes, en fait... c'est pas pour autant que ça va être généralisable à la femme. Tu parlais de la ménopause, ça veut dire que hormonalement, il peut y avoir aussi des conséquences sur différentes problématiques cardiovasculaires ? Alors, elles ont un avantage et un désavantage, c'est que le fait avant la ménopause, les femmes sont plutôt protégées contre le risque cardiovasculaire. Mais au moment de leur ménopause, le risque rejoint celui de l'homme. Et donc, en fait, elles vont également aussi présenter... Et pourquoi elles sont protégées ? C'est quoi ? Il y a quelque chose qui fait dans leur corps qui prend soin de leurs artères plus que chez les hommes ? Et donc, il y a donc les oestrogènes, essentiellement, sont protecteurs sur le système cardiovasculaire. Okay. Et donc, en fait, alors, je ne suis pas expert dans... Non, d'accord, mais c'est intéressant, ça, je savais pas que c'est... Mais donc, il y a des hormones qui sont plus protectrices sur la femme que chez l'homme. D'accord. Et donc, elles ont un risque initialement diminué, mais qui remonte après la ménopause. Après la ménopause. Et donc, c'est vraiment important de prendre ça en compte aussi. Et peut-être repréciser encore le fait que la présentation clinique qu'elles vont avoir va parfois être différente et qu'il faut bien rester sensible. Donc, si vous êtes une femme, que vous avez 65 ans, ce que je vous ai expliqué, ne pas du tout méconnaître des signes ou des symptômes que vous pourrez avoir parce que potentiellement, vous avez un problème cardiovasculaire.
Ouais, c'est vraiment hyper intéressant. Est-ce que quelqu'un qui ne présente pas spécialement de problème, qui a des prises de sang qui sont, je dirais, dans la normalité, est-ce que ça vaut quand même le coup à un moment donné d'avoir une consultation de prévention, et à partir de quel âge chez un cardiologue? Alors, ça, c'est une question qui est importante, étant donné que maintenant, je suis plutôt dans la recherche, mais c'est toujours important d'avoir une consultation de prévention. Tu vois, par exemple, pour je prends l'exemple du cancer colorectal, par exemple, chez l'homme et la femme, parce qu'on là aussi, on le lit souvent à l'homme, alors qu'en fait, les femmes sont tout aussi touchées. On sait qu'à un moment donné, il y a un examen à faire, qu'on peut essayer de faire de la prévention, en tout cas, pour voir si tout va bien. Est-ce qu'au niveau du cœur, on est à ça aussi? Est-ce qu'on dit à partir de 40, 50 ans, on va voir un cardio? En tout cas, en Belgique, c'est à partir de 50 ans, il faut faire un bilan cardiovasculaire. Est-ce qu'il faut aller le faire chez le cardiologue? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'un médecin traitant a toutes les capacités, et parfois même mieux, parce qu'il a une vision globale du patient, ce que le cardiologue n'aura peut-être pas. Et donc, il faut faire un bilan à partir de 50 ans. Être sûr... Ça se passe comment, le bilan? C'est quoi? C'est une prise de sang? C'est une prise de sang. On va regarder le cholestérol, le sucre, on va regarder la tension, on va prendre la fréquence cardiaque, on va faire un électrocardiogramme, on va faire un petit bilan rapide pour être sûr que tout est bien dans les normes. Et donc, c'est 50 ans pour les hommes et pour les femmes. On suggère parfois un peu plus tôt, mais c'est pas nécessaire. Enfin, ça dépend un peu de votre médecin traitant pour les hommes, et surtout plus tôt si vous avez des antécédents familiaux. Ah oui. Parce qu'on en revient à la génétique. Parfois, on peut être très bien, mais on a une génétique qui favorise, par exemple, trop de cholestérol, ou qui va favoriser des artères plus fragiles. Ouais. Ouais, donc ça vaut le coup vraiment de pouvoir quand même se prendre en charge. Mais ça, c'est aussi le job du médecin généraliste, c'est de dire, bon, écoutez, à partir de 50 ans, on va aller un petit peu plus explorer tout ce système cardiovasculaire. Mais en fait, ce qui serait génial, c'est qu'on puisse avoir une sorte de scanner qui vérifie l'état de nos artères tous les ans, pour être sûr que voilà, tout se passe bien. Mais ça, j'imagine que c'est beaucoup trop invasif et beaucoup trop cher aussi pour la sécurité sociale. C'est invasif, cher, et il y a tout le risque surtout de tomber sur plein de choses qui potentiellement n'auraient pas été responsables de la maladie. Et donc, il n'y a aucune... J'en discutais encore hier avec quelqu'un qui fait de la recherche, là j'étais à Paris, et il expliquait qu'en fait, il n'y a aucune méthode qui montrait qu'un screening invasif par rapport à un screening pas invasif était plus performant. Okay. Donc en fait, faire un scanner coronaire tous les ans, aucun sens. Ça n'a aucun sens. Après, il y a certains autres marqueurs qui sont encore en discussion, et je ne vais pas rentrer dans le débat, mais c'est toute la grande discussion de la prévention, en fait. Et moi, je pense, et ça c'est mon avis plus personnel, c'est qu'en fait, plutôt qu'essayer d'aller diagnostiquer plus tôt, pourquoi pas de toute façon prendre en charge tous nos facteurs de risque cardiovasculaire? Ouais, absolument. Et du coup, effectivement, mettre en place, comme tu le disais, tout ce qu'on peut faire nous-mêmes, quoi. Soigner notre alimentation, soigner notre sommeil. Le sommeil, on en a déjà un peu parlé, mais on l'a pas évoqué vraiment de manière très, je dirais plus large. Mal dormir, ça provoque aussi des accidents cardiovasculaires, des problématiques liées à la tension, à l'arythmie aussi. Ça impacte tout. Donc mal dormir, et donc là je vais prendre la maladie qu'on appelle le syndrome d'apnée du sommeil. Donc si vous avez quelqu'un par exemple avec qui vous dormez et qui ronfle énormément, c'est souvent des personnes qui sont en surpoids, parce que ça va entraîner une plus grande difficulté à respirer. Ça c'est très toxique, parce que quand on fait des apnées, ça crée beaucoup de stress, toujours le même stress qui est mauvais, parce qu'il augmente la tension, qu'en fait notre corps est sous pression d'un coup. Et donc ça c'est très mauvais, et donc ces gens-là vont faire plus d'événements. Et d'autant plus, c'est des gens qui vont aussi être fatigués dans leur journée le lendemain, donc qui vont avoir une tendance à... Le cœur qui va devoir travailler plus. Qui va travailler plus, donc le sommeil, c'est essentiel. Il faut bien dormir, et donc si vous vous rendez compte que vous ne dormez pas bien, et je pense que c'est aussi important... assez. Ou pas assez. Et donc c'est aussi important, et il y a toute l'hygiène de vie. Je pense que c'est, par exemple, ce qui est important dans la vie, c'est d'être régulé dans ce qu'on fait. C'est faire pendant un mois manger hyper bien parce qu'on va faire une course, bien dormir, et puis passer un mois à faire la fête. Le mois de janvier, quoi, le mois de résolution. Là, après les fêtes, ouais, tout s'est bien passé, j'ai rien bu, j'ai rien fumé, et puis après tout repart. Tout est dans la rigueur, enfin la routine et la rigueur sur le temps, en fait, parce qu'on parle d'un risque à 10 ans toujours, hein, donc, enfin à 10 ans, mais plus tard. Et donc c'est important, je pense, d'être rigoureux, d'avoir une bonne hygiène de vie, de toujours se coucher plus ou moins à la même heure, se lever à la même heure, de bien s'alimenter et de pas... Alors, je dis ça, je suis le premier, je pense, à faire des excès comme tout le monde. Mais t'inquiète pas, ça fait partie du jeu aussi. Je demande de petits guilty pleasures à chacun de mes invités. Donc, tu peux y aller, vas-y. C'est quoi ton truc?
Moi, j'avoue que je mange trop de sucre. Je pense que comme beaucoup de gens, je suis accro au sucre. Mais c'est parce que tu fais beaucoup de sport aussi, donc peut-être que t'es en demande. Ouais. Le ratio est trop élevé par rapport... Le ratio est trop élevé et je m'en suis rendu compte d'ailleurs parce qu'il y a cette histoire de avant de faire une course, on est censé diminuer sa consommation de sucre et la reprendre juste avant. Ouais, c'est vrai. Et quand je fais ça, je tiens pas. Donc vraiment, j'ai tous les signes du sevrage. L'addiction, quoi. L'addiction. Et donc je comprends, et ça c'est aussi important parce qu'on dit il faut arrêter de fumer. Je comprends toute la difficulté que ça peut être de fumer. Quand même arrêter juste du sucre, pour moi, c'est une torture. Ouais, le sucre, c'est une drogue, on est d'accord quand même, c'est un truc. Une drogue. Après, il y a du bon sucre, un bon chocolat noir. Ça, on en parle aussi dans un des podcasts Cœur en main, notamment liés à l'alimentation. Alexandre, si je comprends bien, donc il y a 2 facteurs. Il y a des choses qui sont modifiables de par nous-mêmes, et puis des choses qui sont un peu moins modifiables. C'est exactement ça. Donc il y a... Commençons peut-être par ce qui est non modifiable. Il y a juste il y a la génétique. Ça, on n'a pas choisi. L'âge, on peut rien y faire non plus. Donc sûr. On peut. Il y a des gens dans certains pays qui pensent qu'on peut le faire. Mais donc, en tout cas, aujourd'hui, on peut pas encore le faire. Ouais. Et donc ça, c'est des facteurs de risque qu'on ne peut pas modifier. Ouais. Puis il y a des facteurs de risque qui sont modifiables, comme le fait de fumer. On peut arrêter de fumer. Bien sûr, c'est compliqué, mais on peut le faire. On peut diminuer sa consommation de gras, on peut diminuer sa consommation de sucre, on peut également faire plus de sport, bouger. Et donc ça, c'est hyper important. Et je pense que ce qui est très important aussi de comprendre, c'est que quand on sait qu'on a des facteurs de risque non modifiables, d'être d'autant plus... d'avoir une plus grande rigueur pour essayer de contrôler nos facteurs de risque modifiables. Oui, c'est ça, en fait, c'est un peu comme un principe de vase communicant, c'est-à-dire au plus on va essayer de contrôler ce qui est modifiable, plus on va donner sa chance éventuellement aux non modifiables aussi, et donc c'est important de pouvoir le faire, quoi. C'est ça. Et en plus, il y a un effet un peu synergique de tous ces facteurs ensemble. Avoir tous ces facteurs, c'est d'autant plus toxique que d'en avoir juste un. Et donc, en fait, en traitant certains, on va rendre les facteurs, par exemple, non modifiables, moins graves. Si tout est bien, l'âge devient moins important, en fait. Bien sûr. Ouais, et c'est marrant parce qu'en plus, dans les facteurs modifiables que tu as évoqués, il y a le stress, et ça, on en a fait un podcast. Le stress et le cœur, il y a un lien absolu. L'alimentation, il y a un podcast aussi. Et puis, l'activité physique, le fait de bouger, on a fait un podcast là-dessus aussi. Donc, clairement, tout est dans tout. Toi, tu nous as vachement bien expliqué tout de manière générale. Et puis, à côté de ça, on entre un petit peu plus dans les détails grâce aux autres podcasts Cœur en main que vous pouvez retrouver sur les plateformes aussi de podcasts. Donc, c'est très cool, en tout cas, Alexandre, de nous expliquer tout ça. Je pense que c'est aussi très important, vous avez un médecin traitant, de discuter avec lui, en fait. Plutôt que faire, même avant tous les tests, c'est poser vos questions. Si vous êtes angoissé par rapport à quelque chose de votre alimentation, c'est des gens qui sont formés à ça, qui connaissent ça, qui connaissent les conséquences. Et donc, en fait, il faut discuter, il faut parler de tout ça et il ne faut pas être dans le déni, ce que beaucoup de gens peuvent faire. Ouais, souvent, on a peur aussi du diagnostic. On a peur d'aller faire une prise de sang parce qu'on a peur de voir des trucs qu'on n'a pas envie de voir, quoi. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Exactement. On va terminer là-dessus, c'est super. Merci beaucoup, Alexandre. C'était un plaisir de te recevoir comme invité. C'était très chaud de pouvoir parler du cœur avec toi. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez envie d'avoir plus d'infos, on l'a dit, il y a le site évidemment de la Ligue cardiologique belge et puis les podcasts Cœur en main. On parle d'alimentation, on parle de stress, on parle bien sûr d'activité physique et puis du cœur en tant que tel. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, à liker le podcast, n'hésitez pas à le partager aussi. Et n'hésitez pas, bien sûr, à en dire que du bien. C'est ce qu'on vous demande. Prenez soin de votre cœur, prenez soin de vous, c'est hyper important. À très bientôt. Ciao. Merci, Alexandre.